L'entreprise libérée est un concept à succès popularisé par un livre d'Isaac Getz et un documentaire intitulé « Le bonheur au travail ». Dans ce contexte où les entreprises sont en constante recherche de nouveaux modèles managériaux, Loïc Le Morlec, auteur de Fake Management, pour en finir avec les fausses croyances et les modes managériales chez EMS, apporte un regard critique sur ces tendances. À travers son analyse de ce phénomène de l'entreprise libérée, il met en lumière les dangers des modes managériales et leurs impacts sur le monde du travail. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'entreprise libérée, une mode managériale à l'épreuve de la réalité avec Loïc Le Morlec, auteur de Fake Management, pour en finir avec les fausses croyances et les modes managériales. Une mode managériale se caractérise par son installation rapide et massive dans les entreprises, nous dit Le Morlec, suivie d'une disparition tout aussi prompte. Mais pour l'entreprise libérée, il y a deux raisons qui en font une mode à part. D'abord, le phénomène s'est amplifié avec l'avènement des réseaux sociaux, nous dit-il. Les concepts font désormais le buzz dans la sphère médiatique sans nécessairement s'ancrer dans la réalité des organisations. Les lecteurs de leur fil LinkedIn verront de quoi je parle ici. Ensuite, le cas de l'entreprise libérée est particulièrement significatif, car il touche à la raison d'être même de l'entreprise, nous dit Le Morlec, affectant sa vision, son business model, sa structure et son organisation. C'est la première fois, nous dit-il, qu'une mode managériale remet en question aussi profondément le modèle traditionnel d'entreprise. Je vous laisse en compagnie de Loïc Le Morlec pour cette discussion qui a eu lieu dans un environnement assez bruyant. Vous nous pardonnerez pour la qualité de cet enregistrement. Bien, je suis avec Loïc Le Morlec. Vous êtes l'auteur de Fake Management chez EMS. Et vous avez un sous-titre qui me plaît bien, c'est « Pour en finir avec les fausses croyances et les modes managériales ». Pourquoi on parle de mode managérial d'ailleurs ? Le principe d'une mode managériale, en fait, c'est qu'elle s'installe très rapidement dans les entreprises, et en général massivement, et comme les modes, elles disparaissent aussi vite qu'une mode arrive. Et c'est pour ça qu'on les appelle modes managériales. Donc en fait, le management, c'est un peu comme Chine, quoi. En fait, on fait la queue pour aller chercher la dernière mode. Alors effectivement, on pourrait faire ouais, la comparaison est assez sympa. Alors bon, ça peut s'installer un peu plus longtemps, on va dire, parce qu'on parle quand même d'humain, mais on n'est pas loin, effectivement. On n'est pas loin de ça. Alors la page 116, on va se focaliser là-dessus. Vous parlez de l'illusion de l'entreprise libérée. On va se focaliser sur cette mode-là en particulier. Et vous dites que c'est un cas unique dans l'histoire des modes managériales. Alors pourquoi un cas unique ? Alors il y a deux raisons pour ça. C'est que juste avant l'avènement des réseaux sociaux, les modes managériales, elles avaient comme principe de s'installer massivement dans les réseaux sociaux pour être ensuite très rapidement remplacées par une autre. Avec les réseaux sociaux, ça change totalement, c'est-à-dire que les modes managériales, elles s'installent massivement dans les réseaux sociaux, elles font le buzz, parlent de vagues, par contre, elles ne sont pas dans les entreprises ou à la marge. Donc ça, c'est une grande révolution, et ça touche toutes les modes. Et là où l'entreprise libérée, elle est unique, c'est que c'est la première mode qui va toucher la raison d'être même de l'entreprise. Ça touche la vision, ça touche le business model, ça touche la structure, l'organisation, le management. En fait, c'est une critique totale du modèle taylorien. Et c'est ça qui est unique. C'est la première fois qu'on a assisté à un tel événement. Alors revenons justement sur cette entreprise libérée, qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ? Alors l'entreprise libérée, elle a été popularisée par Isaac Getz. Et il avait écrit un livre à l'époque qui avait juste un succès d'estime, et ça a été popularisé par le documentaire Le bonheur au travail, qui a vraiment lancé en fait cette mode-là, et celle du bonheur au travail également. Parce qu'on ne peut pas être heureux au travail ? Alors ça, c'est un sujet que j'ai jamais... Alors c'est simple, c'est un sujet que j'ai jamais traité en tant que tel. D'ailleurs, dans mon livre, je ne fais que
mettre les remarques des journalistes. J'avoue avoir fait un blocage là-dessus. La notion de bonheur au travail, non, ça me dépasse. Voilà, c'est quelque chose, on peut faire les choses avec passion, on peut voilà, mais rechercher le bonheur, bon, c'est quelque chose qui me semble un peu comment dire, un peu factice, quoi. Voilà, factice. Ouais. Alors, dans votre livre, vous parlez justement de la notion de liberté, puisque on parle de l'entreprise libérée, la liberté versus la subsidiarité. Ouais. Et finalement, si j'ai bien compris, il y a 3 exemples d'entreprises qui sont donnés, qui sont des petites entreprises, on y reviendra, où on explique justement que les employés sont libres et qu'ils sont capables de prendre des initiatives eux-mêmes, mais en fait, on mélange un peu plusieurs concepts, si j'ai bien compris. Oui. Alors en fait, la subsidiarité, c'est en fait donner une responsabilité à des personnes au plus bas niveau possible. On essaye d'être au plus proche du terrain. Maintenant, ça part quand même de la hiérarchie et c'est très limité. La liberté telle que l'entreprise libérée l'a définie, c'est que chacun décide lui-même ce qui est bon pour l'entreprise sans en référer à qui que ce soit. On est dans des dimensions totalement différentes. Ça, j'aurais appelé ça l'initiative. C'est plus que l'initiative, parce que c'est de l'autonomie. Et c'est même plus que de l'autonomie, c'est vraiment libre. Je décide de faire telle chose. C'est de l'anarchie, alors. Alors oui, on n'est pas très loin de l'anarchie, en fait. On n'est pas très loin de l'anarchie, en fait. Ouais. Alors, ça veut dire, finalement, si j'ai bien compris, on ne peut pas s'extraire de cette hiérarchie. C'est peut-être un mal nécessaire, non ? Alors ça dépend. Voilà, ça dépend. Justement, la question de comment hiérarchie, elle est liée à la notion d'indépendance. C'est-à-dire que si vous êtes indépendant dans votre job, par nature et par principe, vous avez pas besoin de management, ou peu de management. Alors après, il faut définir ce qu'est l'indépendance. Moi, l'image de comment l'indépendance, c'est j'ai une tâche à faire. Je me débrouille. C'est moi qui décide la façon dont je vais faire la tâche. Je suis seul à faire ma tâche. Et une fois que j'ai terminé la tâche, éventuellement, je pourrais la facturer. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle se suffit à elle-même. Et donc ça, c'est la notion d'indépendance. Alors, vous avez dans des entreprises certains postes qui sont des postes indépendants et qu'on trouvait dans certaines de ces entreprises libérées, Chronoflex par exemple, vous avez un type qui va changer les flexibles sur un terrain. C'est comme un plombier. Et comme un plombier, il va faire le truc, il a son camion, il a tout qui est bon, il se débrouille comme il fait, et à la fin de son travail, c'est fini. Il pourrait lui-même facturer s'il était indépendant. C'est ça l'indépendance. L'autonomie, vous avez l'interdépendance. C'est-à-dire que soit votre travail dépend en amont ou en aval des autres, vous ne pouvez pas le facturer parce qu'il y a d'autres choses qui vont en fait arriver après. Vous avez éventuellement une autonomie de groupe où là, effectivement, vous êtes interdépendants entre vous et là, effectivement, vous pouvez avoir une tâche globale. Mais il y a quand même l'interdépendance entre les personnes. Et c'est pour ça que cette notion d'indépendance, elle est clé. Et j'adore ça parce que quand on parle, par exemple, vous avez des liens avec le full remote. Vous avez pas mal d'entreprises qui disent « nous, on est en full remote, c'est bien ». Quand je regarde les entreprises qui marchent, c'est souvent des métiers d'indépendants. J'ai en tête une boîte d'assurance qui fait ça. Vous avez des assurances pour être indépendant. Quand vous regardez comme ça... Les consultants font tout ça. Ouais. C'est presque des consultants. Voilà, c'est en fait des consultants. Alors, ils se mettent ensemble, etc. Mais ils ont besoin de personne. En plus, ils sont seniors dans leur métier et autres. Donc ça, c'est la notion d'indépendance. Le deuxième intérêt, c'est justement quand il n'y a pas d'hierarchie. Vous dites on n'a pas besoin de manager. Ben oui, dans ces situations-là, si vous êtes indépendant, vous n'avez pas besoin de manager. Voilà. Ouais. Ok. Et alors, donc on reviendra sur cette histoire de liberté parce que y a un truc qui me titille, mais j'y reviendrai. Ce qu'il y a surtout d'intéressant dans cette innovation, cette mode managériale factice, on pourrait traduire fake management par management factice. C'est que ce sont 3 exemples qui sont donnés dans ce documentaire, qui sont 3 exemples de petites entreprises bien particulières. Et finalement, ce que vous expliquez, c'est que
finalement, on explique dans ce documentaire que ça marche, mais qu'en fait, non, finalement, ça marche pas. Quoi. Ah oui, alors c'est un peu ça. Oui, alors, alors c'est la question de qu'est-ce qu'un documentaire? Est-ce que c'est vraiment un documentaire? Il y a une partie, alors j'ai pas analysé le documentaire en entier, mais sur les entreprises que j'avais analysées. On trouve où d'ailleurs ce documentaire? Alors, il est payant, on le trouve, mais il est payant. Il était passé sur France 3 au début, et là vous pouvez le récupérer. Vous pouvez le récupérer sur Internet. Sur les entreprises que j'ai vues, vous avez une partie storytelling. C'est-à-dire l'exemple de Poult, par exemple, on dit qu'ils ont une performance incroyable, mais ils n'ont jamais eu cette performance. Donc là, on est dans du storytelling complet, lourd. Moi, ce qui m'a gêné le plus, c'était Favi, parce que ils sont allés chez Favi, dans l'usine, interviewer les ouvriers pour parler de l'entreprise libérée, sauf que Favi, ça faisait déjà pas mal d'années qu'elle n'était plus libérée. C'est-à-dire que vous allez quelque part sur un endroit et on vous parle de quelque chose qui n'existe plus. Et donc ça, moi, ça me gêne un peu. Voilà, c'est pour ça que le terme documentaire, bon, voilà. Donc c'est trois problèmes que vous relevez d'ailleurs. La représentativité, le premier. Ouais. Deuxième, les paroles des dirigeants et des salariés prises pour argent comptant. Oui. Je résume. Hein. Ouais. Et le troisième, l'effet amplificateur des réseaux sociaux. Ah, voilà, les réseaux sociaux. Ouais. Donc c'est un peu l'alpha et l'oméga de tous les maux du monde, ça. Hein. Elle est pas mal. En tout cas, c'est une caisse d'amplification. Ça en fait c'est un effet amplificateur. C'est-à-dire que on va très vite faire d'un cas exceptionnel une généralité. Et ça, c'est l'effet buzz. On prend un élément et ensuite ça arrive et ça, c'est la particularité des réseaux sociaux. Ouais. Mais en même temps, finalement, c'est plus le procès du storytelling qu'on ferait ici et ça n'a pas vraiment besoin des médias sociaux. Enfin, c'est un média sociaux, c'est en plus. Mais les modes managériales et le n'importe quoi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, ça date quoi, des années 60, ça? Alors ça, on n'est pas j'ai pas spécialement travaillé sur le sujet. Alors le storytelling, est-ce que c'est important ou pas? Ça tombe bien parce que hier dans la conférence que j'ai faite, je parlais des modes managériales, je parlais du bonheur au travail et je disais que les promoteurs, que les promoteurs de cette mode, ils disent ok, le bonheur au travail, c'est pas ça, mais au moins on peut essayer de tendre vers le bonheur. Et si on n'arrive pas au bonheur, on aura au moins un meilleur bien-être. Et donc le truc, c'est le bien-être. Et donc, elle passe un peu la méthode Coué, quoi. Ouais, voilà, un peu de méthode Coué. Et en même temps, c'est un vrai sujet, le bien-être. Là, pour le coup, le bien-être, c'est un agenda de toutes les entreprises. Hein. Et la méthode Coué est aussi un vrai sujet, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui l'utilisent. Exactement. Et donc, on pourrait dire c'est pas mal. Sauf que le problème avec le bien-être, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est à l'agenda des entreprises. Ça fait 10 ans que c'est une priorité, et ça ne fait que se dégrader. Et c'est ça que je reproche à ces modes, c'est qu'en fait, elles nous mettent sur une mauvaise voie. Vous voyez, c'est ça. Et parfois, on dit, elles font pas de mal. Donc là, c'est un peu mes premières. L'entreprise libérée, c'est d'une autre dimension. On a licencié des gens au nom de l'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui ont été licenciées au nom de l'entreprise libérée que d'entreprises libérées en France. Ils ont été libérés du travail, comme ça. C'est exactement, c'est exactement ça. C'est en fait libéré du travail. Et le problème, c'est ça. Et ça, les réseaux sociaux, on n'en parle pas. Ça, c'est des sujets dont on parle peu. Peut-être parce qu'on n'a pas envie, parce que pour plein de raisons comme ça. Mais en dehors des médias sociaux, parce que finalement, c'est un peu le coupable idéal. Ouais. Ces modes managériales ne font-elles pas partie d'une sorte de folklore, finalement, d'une sorte de soupape de sécurité pour croire que tout pourrait être meilleur demain, en sachant très bien qu'en fait les choses évoluent très peu et que finalement, le management, il est moderne aujourd'hui, mais finalement, c'est pas si différent de ce qu'on a connu il y a 40 ans. Alors, il y a en fait une réalité, c'est un pote enseignant-chercheur qui me disait ça. Romain Zerbib, tiens, voilà, je vais le mettre en avant. Et Romain me disait, il me faisait une remarque très juste, c'est que on est encore dans des modèles de management qui datent de Fayol. Et même pire que ça, dans la conférence d'hier, je mettais en avant le fait que le management par les règles, qui avait plus ou moins qui était des années 70,
et qui avait disparu vers la fin du siècle précédent, revient aujourd'hui. On est dans un retour du management par les règles. Donc vous voyez, effectivement, on change peu. À cause de l'IA, ça, c'est ça? Ah, pas du tout. Alors là, le management par les règles, il revient parce que, en fait, le taylorisme est plus que jamais renforcé. Et l'IA, justement, accentue ce taylorisme. Et surtout, elle étend son territoire au col blanc. Alors, ça, c'est un bon sujet. Alors, c'est un excellent sujet. Ça va même le sujet de mon prochain article pour le Harvard Business Review. Est-ce que je vais en parler là? Alors, moi, non. Je pense qu'au contraire, l'IA, elle va avoir un effet inverse. Alors, il y a effectivement certains métiers qui sont fortement touchés. On parle des métiers des traducteurs, ou là, on parle de... Ils étaient déjà morts il y a 40 ans, donc là, ils sont encore plus morts. Voilà, et donc en fait, peut-être que ça fait qu'enfoncer le clou. Ce qui est intéressant avec l'IA, l'IA générative, c'est qu'elle a été appropriée par les salariés. C'est la première fois où un outil tech n'est pas imposé par l'entreprise et pris directement par les salariés. Et dans les salariés, ils se sont dit, mais moi, je vais prendre cet outil-là pour avoir une réelle productivité. Alors qu'avant, la productivité était imposée, et souvent factice. Et ça se réduisait à quoi? Je réduis les structures et tu te débrouilles pour ça. Là, aujourd'hui, la personne se dit, moi, je vais faire moi-même ma productivité, et qu'est-ce que je vais faire à côté de ce temps-là? J'en fais ce que j'en veux, mais j'en fais surtout des tâches à valeur ajoutée. On est au contraire dans l'anti-taylorisme. Vous voyez l'élément? Et ensuite, elle nous oblige aussi. Elle nous oblige à faire différemment. Moi, par exemple, dans l'enseignement, aujourd'hui, j'enseigne. Alors déjà, pendant la crise du Covid, on a vu que l'enseignant qui passait juste le savoir, c'était fini. Ça fait un problème. Il faut intéresser, il faut porter quelque chose de plus. Avec l'IA, si vous n'avez pas de valeur ajoutée, vous êtes mort. Vous voyez, et c'est pareil pour les consultants. Les consultants avant qui arrivaient avec des beaux PowerPoint, maintenant l'IA, voilà, elle vous fait tout le truc. Donc ça pose la question de la valeur réelle que j'apporte. Et ça, c'est l'anti-taylorisme. Ouais. Alors finalement, ces modes managériales, finalement, c'est des fausses bonnes histoires ou de vraies mauvaises histoires, je ne sais pas, mais peut-être que c'est simplement que les humains aiment bien les histoires, en fait. Alors, oui. Ouais, j'ai en fait une anecdote. Il n'y a pas de grand groupe libéré. Voilà, ça je le dis, il n'y en a pas, c'est simple. Et c'est pour ça que les exemples, c'est uniquement des petites entreprises. C'est des petites entreprises. Alors par contre, ils ont cité des grands groupes. Mais ça n'est pas le cas, c'est du storytelling, c'est du bullshit, c'est du fake, on appelle comme il n'y en a pas. Et, Moi, je vais vous apporter la contradiction, mais c'est pas grave. Oh bah si, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, hein, parce que je vais les voir un par un, les raisons pour lesquelles on dit qu'ils sont libérés. Michelin, par exemple. Michelin, on disait c'est une entreprise libérée, c'est un journaliste qui avait fait ça. Je ne dirai pas le nom du journaliste, parce qu'on l'a fait en off. Decathlon, j'ai demandé à des chercheurs qui font la promotion de l'entreprise libérée, je ne sais pas encore pourquoi, me dit oui, Decathlon, ils ont fait une thèse dessus. Je suis allé voir la thèse, c'est rien du tout. Donc il n'y en a pas. Et du coup, j'ai perdu la question, parce que je suis tellement passionné là-dessus. Oui, donc on parlait de petites... Ouais, on parlait de petites... Oui, en fait... oui, l'argument très drôle. On dit qu'Harley Davidson, ça serait une entreprise libérée. Oui. Je suis allé voir. Vous verrez, il y a en fait un article du Monde qui dit qu'en fait, c'est pas ça, c'est l'inverse. C'est-à-dire, c'est l'administration Reagan qui avait fait du protectionnisme en taxant les motos japonaises. Et là, un jour, je mets ça sur LinkedIn. Et un gars, j'ai en fait adoré, il me dit « vous avez raison, mais l'histoire est trop belle et j'ai envie d'y croire. » Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça, on aime croire les belles histoires. On aime croire les belles histoires. Voilà. Et en fait, c'est un peu la malédiction de tous ceux qui essayent de détruire les mythes, parce que que ce soit dans l'innovation, dans le management, dans la gestion générale, on aime détruire les mythes quand on est un peu intéressé par la réalité. Oui. Mais en fait, on fait toujours des mythes parce que en fait, les humains adorent les mythes. En fait. Oui. Alors oui, et puis un mythe peut être fondateur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème qu'on fasse du storytelling. J'allais dire vertueux. La fin justifie les moyens. Pourquoi pas. Mais là, avec ces modes-là, la seule justification, c'est l'intérêt pour celui qui fait la promotion de la mode et autres. Alors,
peut y avoir... Bon, ça fait vivre des consultants, c'est déjà ça. Alors, ça fait vivre des consultants, ça fait vivre en conférence, hein, ça marche très bien en conférence, ça fait... Voilà. Maintenant, est-ce que ça apporte des choses aux entreprises? La réponse est non. Alors, ce qui pose problème aujourd'hui, je dirais, c'est pas nouveau, mais ce qui pose problème aujourd'hui, c'est que si moi je regarde l'humain, et c'est ce qui m'intéresse, c'est qu'on est quand même dans une situation où, je vous disais, il n'y a jamais eu autant de mal-être. On parle de santé au travail, on parle comment burn-out, c'est une maladie de ce siècle, hein, ça n'existait pas avant. Ou en tout cas, pas de manière aussi importante. Et, on n'avait pas le temps, on mourait à 40 ans, donc... Ouais, bah, là c'était il y a très très longtemps, hein, ceux de la fin du siècle précédent, ils étaient plutôt pas mal. Ils étaient plutôt pas mal. Mais voilà, et là aujourd'hui, il y a des vrais sujets. Et alors, ce que je trouve intéressant, alors vous avez raison, moi dans les années 2015, 2016, 2017, quand j'ai commencé à faire ça, c'est vrai que j'étais face à un mur. J'ai vu un changement après le Covid. Je pense que le Covid a été un révélateur depuis pas mal de choses. Et je vois un changement là depuis quelques temps. Je fais des chroniques sur le Harvard Business Review et des chroniques qui marchent très bien. C'est-à-dire, et pourtant, je continue à dénoncer et de faire les choses. Et il y a une écoute. Et il y a un intérêt. C'est rassurant. Bon, les gens aiment aussi les vraies histoires, donc ça c'est bon. Et puis je pense qu'il y a surtout un réel besoin. Ok, alors bon, pour conclure, je vais quand même apporter un peu la contradiction, hein, parce qu'il faut toujours essayer. Moi, j'ai passé ma carrière justement à faire changer d'énormes structures qui décidaient de ne pas changer, parce que c'est la nature des humains aussi de ne pas changer, et de faire exactement l'inverse de ce qu'on me demandait, dans le bien commun. Toujours dans le bien commun, parce que sinon ça n'avait aucun intérêt. Donc en parfaite autonomie ou en parfaite liberté, je ne suis pas sûr d'avoir choisi le bon terme. Donc finalement, j'étais dans un mythe de l'entreprise libérée, mais pourtant on a changé les choses. Et après on revenait et on me disait, bah oui, finalement c'était bien, c'était ça qu'il fallait faire. Alors, il fallait venir à ma conférence d'hier. Alors j'en parle ou j'en parle pas, parce que du coup, j'ai une valeur ajoutée avec ce que j'ai mis. En fait, la question, c'est pas la question de la liberté, c'est la question du pouvoir. Alors, on a ça en commun, vous et moi, hein, d'avoir en fait transformé les choses dans les entreprises. En fait, c'est une question de pouvoir. Alors, pas le pouvoir sur les autres, le pouvoir de faire. Alors, le pouvoir de faire, c'est à la fois la liberté et c'est à la fois les moyens. Alors, moi, par exemple, j'ai toujours voulu progresser, j'ai jamais eu d'ambition, j'ai même jamais eu d'aspiration. Par contre, j'ai monté au plus haut possible dans la hiérarchie. Pourquoi? Parce que ça me donnait la liberté, d'avoir plus de projets pour lesquels, sympa, où je pouvais transformer, innover, avoir plus de moyens. Donc ça c'est la liberté, la partie moyen, et le pouvoir aussi. Alors je ne sais pas vous comment vous avez pu faire, mais moi j'avais un atout majeur qui était le chaos. C'est-à-dire que le chaos est un élément majeur qui permet, pourquoi? Parce que dans ces moments-là, toutes les règles, tous les dogmes, etc. Absolument, c'est une de mes règles de la conduite du changement. Exactement, donc le chaos, et c'est ça qui permet de transformer. Bien sûr. C'est ça qui permet de transformer. Et donc on n'est pas dans un mythe, hein, on est dans une réalité. Et pour répondre à la question, en fait, moi, ma méthode, c'est la méthode de l'intrapreneuriat. Donc, en fait, en gros, c'est, j'ai pas besoin d'être dans la hiérarchie, quoi. En fait, c'est arriver dans la hiérarchie était plutôt un résultat que un moyen. Mais c'est clair que quand on y est, c'est plus facile. Alors, on est d'accord. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi on était venu me chercher sur des projets impossibles, sur lesquels j'avais aucune compétence. Et c'est effectivement parce qu'au départ, je faisais certaines choses de mon côté qui faisaient... Vous êtes en train de me rendre fan de l'entrepreneuriat, alors que c'est pas mon truc. Mais oui, il y a quelque chose là-dessus. Ben en fait, parce que vous l'êtes, en fait, sans le savoir. Oui, mais par contre, ça demande... Il y a quand même un gros problème aujourd'hui, c'est que moi, à l'époque, ça m'a permis de passer... ça m'a permis de me donner mon premier comité de direction et ensuite de progresser. Aujourd'hui, si vous mettez que des entrepreneurs en entreprise, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui je pourrais faire ce que je faisais avant à cause de ce management par les règles qui aurait mieux les normes. Et puis surtout, c'est horrible que je vais dire, si on est 40 à faire ça et qu'il n'y a qu'un poste au-dessus,
Vous voyez la frustration? Oui, c'est d'ailleurs le sujet d'un fameux bouquin de Peter Turchin qui s'appelle End Times et que je recommande vivement. Mais finalement, j'ai apporté la contradiction, mais finalement on est d'accord. Si je comprends bien, l'entreprise libérée n'existe pas, mais les employés libérés, eux, existent. Ils peuvent se libérer eux-mêmes. Ils peuvent, Toujours pareil, dans l'intérêt général, hein, bien entendu. Alors, je préfère encore une fois le terme pouvoir. Il faut qu'ils aient le pouvoir. Mais ils peuvent le prendre aussi. Alors, prendre le pouvoir... Gentiment, j'entends. Prendre le pouvoir, c'est quelque chose qui est possible, mais qui n'est surtout pas facile. Voilà. Qui a ses limites aussi. C'est possible, c'est facile, ça a ses limites. Ouais. Et je suis pas certain que ce soit pour tout le monde. Non, alors, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est pour tout le monde. Alors, à commencer par les conséquences et les risques qu'il y a derrière. C'est-à-dire que, voilà. Oui, et puis le placard de temps en temps pour vous rappeler la vie. Ouais, on est bien d'accord. Ben voilà, on a eu des expériences similaires. Ce qui est un peu normal. Ouais. Mais bon, c'est comme ça fait partie de la vie de l'entrepreneur. Petite dernière question pour la route. Ouais. Il y a quand même un mode d'entreprise libérée dont on parle encore beaucoup aujourd'hui, on en parle même beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est la coopérative finalement. Alors, justement, on disait ça au début, nous, parce qu'on était quelques contradicteurs, on disait, mais puisque si vous allez au bout de l'entreprise libérée, c'est une coopérative. J'irais même plus, la véritable entreprise libérée, c'est une coopérative. Sauf que les grandes coopératives, d'ailleurs, fonctionnent comme les entreprises, parce qu'au bout d'un moment, il y a avec les mêmes problèmes, donc il y a toujours des dérives. Et c'est pour ça qu'au final, on reste dans un mythe, et dans un mythe qui est surtout pas fondateur. Hein. Bon, donc en résumé, les mythes, il faut les dénoncer, mais enfin, c'est pas très grave, en fait. Alors, c'est pas très grave s'ils n'ont pas de conséquences. Et les problèmes, c'est que les mythes actuels, ils ont des conséquences, que je vous disais tout à l'heure, des conséquences sur les mauvaises orientations, le bien-être. On parle de bien-être au travail. Ouais. Si vous voulez régler le bien-être au travail, il faudrait peut-être prendre le problème par d'autres bouts, le mal-être, et à travers le mal-être, on aurait des résultats. L'entreprise libérée, vous avez des boîtes qui ont coulé au nom de l'entreprise libérée. Vous avez des salariés qui ont été licenciés. Des exemples ? Comment ? Des exemples ? J'ai plus le nom en tête. Il y a le fameux Favi là en question. Alors non, Favi, ça n'a pas coulé, mais Favi, en fait, tout ce qui a fait. Faudrait poser la question. Alors c'est pareil, j'avais interviewé Jean-François Zobrist, donc faudrait lui poser la question. Comment véritable, ce qui faisait que l'entreprise, que Favi était profitable et autres, ça n'a jamais été une libération, c'était autre chose. C'était un savoir-faire particulier qu'ils avaient. Non, il y a des PME. Tiens, il faudrait poser la question à 60 000 rebonds. 60 000 rebonds, c'est une association qui reprend qui aide des dirigeants qui ont tout perdu. Et je sais que chez 60 000 rebonds, il y a des dirigeants qui avaient voulu mettre en place l'entreprise libérée. Alors, quelle est la part du dirigeant qui a mal fait le travail et quelle est la part du concept qui n'était pas bon? Moi, je sais que le concept n'était pas bon. Voilà. Donc, c'est pour ça que ces éléments-là, pour ça déjà que je me suis attaqué à ça. Hein. C'est pas pour autre chose. Voilà. Ouais. Bon, réalité, attaquons-nous aux mythes et revenons à la réalité. Alors, oui, pour essayer essayer d'approcher le plus possible de la vérité. Voilà. Merci Loïc. Merci à vous. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.